Bonjour Juan Branco. Bonjour. Pour bien comprendre la portée de votre livre et son succès, est-ce que tout d'abord vous pouvez revenir rapidement sur votre parcours? J'ai été intégré au sein des petites élites parisiennes à différentes échelles en faisant les grandes écoles, Sciences Po, Normal Sup. On a essayé de m'intégrer dans toute une série de réseaux qui ont été très importants pour fabriquer la Macronie en quelque sorte. Les réseaux de Jacques Attali, mais aussi surtout les plus importants, notamment ceux qui forment ce que j'appelle une forme d'oligarchie, c'est-à-dire les grands propriétaires de médias comme Xavier Niel, Bernard Arnault et quelques autres. Et moi, très naturellement, je m'en suis détaché parce que j'ai vu beaucoup de volerie et de médiocrité dans ces rapports d'intérêt. Un état d'esprit quelque part qui est fabriqué qui va faire que l'on ne remettra pas en cause trop brutalement les intérêts de ces individus. Dans votre livre Crépuscule, vous revenez longuement sur l'ascension d'Emmanuel Macron vers le pouvoir et vous expliquez notamment comment il a utilisé certains des réseaux de l'État à des fins personnelles. Oui, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui, contrairement à ce que l'on a dit, a eu beaucoup de difficultés à accéder à une sorte de cooptation par l'État, c'est-à-dire qu'il a raté 3 fois Normal Sup avant de rater l'ENA une première fois et de l'avoir une deuxième fois, et qui dès le moment qu'il y est rentré et qu'il a réussi à en sortir à l'inspection générale des finances, qui est censée contrôler l'utilisation des deniers de l'État, il a utilisé en fait l'accès à ces ressources pour au contraire essayer de se construire un destin personnel et non pas pour servir l'intérêt général. Et le sens de sa bascule dans la banque Rothschild, après avoir participé à la commission Attali, c'est exactement cela, c'est-à-dire utiliser les réseaux que lui avait offert l'État pour faire fortune dans une banque privée et ainsi justement valoriser des ressources qui n'étaient pas les siennes. Et ce parcours en fait va se répéter tout au long de sa carrière jusqu'à arriver justement à l'élection présidentielle dans une difficulté pour cet establishment à l'ordre de défendre ce qui deviendrait leur candidat. C'est-à-dire quelqu'un qui n'avait jamais rien fait d'autre que pour lui-même. Et donc on a essayé de le présenter en Beaux-Arts de la finance, alors que justement je viens de décrire la façon dont en fait il avait réussi à faire fortune au sein de la banque Rothschild, comme un étudiant brillant. J'ai montré justement comment au contraire c'était quelqu'un de relativement laborieux, qui a eu des difficultés à accéder là où il était, et ainsi de suite. Et en fait cette construction complètement artificielle a été reprise avec beaucoup de complaisance par la quasi-totalité des médias qui n'ont pas du tout exercé leur fonction critique. J'essaie de déconstruire tout ça et de montrer comment ce point noir de l'information française, qui par ailleurs fonctionne, est un problème majeur pour la démocratie, parce que dès le moment que vous votez en étant mal informé, votre vote est désactivé. Donc il faut faire très attention, et aujourd'hui, je pense qu'il est très urgent de retrouver le contrôle sur la fabrique de l'information en France. Comment est-ce que vous avez enquêté, comment est-ce que vous avez travaillé pour écrire Crépuscule? Et je me suis appuyé sur les 10 ans d'expérience que j'ai eu au sein de ce petit Paris, qui vous ouvre les portes dès lors que vous avez un certain nombre de diplômes ou de caractéristiques sociales. Et j'ai connu ce qu'a vécu Emmanuel Macron, c'est-à-dire tous les compliments et toutes les façons en fait de vous tenter de vous attirer à l'intérieur. On m'a fait passer pour un génie, et donc j'ai une connaissance de l'intérieur très fine du système. Je n'en parle pas théoriquement ou abstraitement, c'est vraiment à partir d'un vécu extrêmement fort. Et ensuite, il a fallu compléter évidemment par un travail exhaustif de recherche de sources, d'interrogation de très très nombreuses personnes. On imagine quand on entend tout ça que le petit Paris dont vous parlez est pas forcément très content que votre livre soit sorti, qu'en plus de ça il rencontre un vrai succès. Est-ce que vous avez eu des plaintes, des menaces à votre rencontre? Aucune menace, aucune plainte, des menaces voilées et surtout une omerta médiatique qui est assez sidérante et qui, je pense, confirme le propos de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une recension dans un des médias mainstream dont je parle qui appartiennent à ces individus, et au contraire, il y a eu des articles extrêmement violents contre moi qui me traitaient successivement de fasciste, de néo-nazi. Et cette violence, quelque part, parce qu'on parle quand même d'un ouvrage qui est en tête des ventes depuis 3 semaines dans toutes les listes confondues. Combien d'exemplaires là pour l'instant? On en est à 60 000. C'est quand même, ça crée une déconnexion très grave pour la société, parce que ça montre une forme d'habituation extrêmement forte à des pratiques qui sont absolument inacceptables et qui ont provoqué des conséquences gravissimes dans ce pays, parce que l'on voit bien que la déstabilisation politique que tout cela suscite est majeure. Dès le moment qu'il y a une défonction de la démocratie, évidemment, il y a des épisodes de violence, qu'elles soient gouvernementales ou de la part de certains groupes de citoyenneté qui commencent à se rebeller parce qu'ils se sont sentis trompés. Et cette violence-là qui naît dans la société, elle est le fruit d'une défaillance dans l'appareil informationnel. Et ça, il faut qu'à un moment, les journalistes prennent conscience. Car si les Gilets jaunes aujourd'hui sont dans la rue, c'est justement parce qu'ils ont senti que personne ne portait leur parole dans l'espace informationnel français et qu'ils ont fini par se la saisir d'eux-mêmes. Et là encore, c'est un signe d'une défaillance majeure que les journalistes auraient dû prendre bien plus au sérieux. Merci beaucoup, Juan Branco. Merci à vous.